va accueillir les intervenants de la première table ronde. Alors, cette table ronde va accueillir en premier Laurent Habib. On peut l'applaudir. Jeune entrepreneur. Tu as quitté les hautes fonctions de Havas pour créer Babel. Je te laisse installer. Ensuite, Maxime Werner. Entrepreneur également, un petit peu plus vieux. Il a été le plus jeune candidat au présidentiel il y a 4 ans. À quel âge? 21 ans. Et il s'est représenté pour la 2e fois, là, à 25 ans. Troisième intervenante, Agnès. Désolé, je suis impoli, je n'ai pas commencé par les femmes. Agnès Romaté-Espagne, qui vient directement du ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Oh, cassez pas mon ordinateur. Florence Martin-Kessler, fondatrice d'un média éphémère qui s'appelle Live Magazine. Bonjour. Il en manque. Julien Mielcarec, rédacteur en chef numérique de Next Radio TV, donc BFM Business, RMC. Et voilà, on a tout le monde. Comme vous pouvez le voir, on a des profils très différents. Donc je laisse Maxime animer cette première table ronde. Merci beaucoup Laurent. Moi je vais commencer par les femmes, contrairement à toi. L'idée de cette première table ronde, c'est alors agir aujourd'hui, et c'est de discuter de comment on fait émerger des idées et des talents. L'idée de base des Chatons d'Or, il y a donc 5 ans maintenant, puisque c'est la 5e édition, c'était de faire découvrir, notamment d'ailleurs au marché de la publicité et des idées, de jeunes talents qui, parce que le marché est de plus en plus difficile, pour plein de raisons, n'arrivaient pas à percer et pour autant étaient pétris de bonnes idées. Donc c'est un prix publicitaire gratuit, ouvert à tout le monde et qui ne valorise que l'idée. On n'a pas leur CV, on ne connaît même pas leur nom quand on vote, et les jurys sont composés à la fois de blogueurs, de spécialistes des médias et de la publicité, et aussi de DA, de directeurs artistiques et de directeurs de la création d'agences de pub. Alors ma première question, elle est pour Agnès, qui, alors elle va vous expliquer ça mieux que moi, mais elle est directrice des entreprises au ministère des Affaires étrangères, donc s'occupe de développer le rayonnement économique de notre pays à l'étranger. Est-ce qu'il y a une particularité dans l'industrie créative française, et parce qu'elle est présente dans le monde entier, pourquoi finalement elle a cette présence, cette force-là à l'étranger? Je vais commencer par des chiffres. L'industrie, ce qu'on appelle nous les industries culturelles et créatives, c'est l'équivalent, je ne sais pas si vous le savez, du poids de l'industrie automobile française. C'est 83,6 milliards d'euros en chiffre d'affaires. C'est grosso modo 1,3 million d'emplois. Ce sont des chiffres qu'il faut rappeler parce que traditionnellement, quand on parle de diplomatie économique ou de diplomatie d'influence, on a en tête ce que dans notre jargon nous appelons le soutien à l'export des très grands marchés, très grands contrats, très grands groupes. Et on a un objectif, c'est de décrocher ce qu'on appelle les baleines. Les contrats à 35 milliards d'euros pour les sous-marins en Australie, ou celui qu'on a signé hier au Quai d'Orsay avec le groupe Technip qui a remporté un demi-milliard de contrats pour la rénovation d'une plateforme pétrolière au large de la Libye. Mais en réalité, votre industrie, qui est assez mal connue encore, pèse autant que l'industrie automobile. Donc c'est un motif de se préoccuper de cette industrie. D'autant plus que, à la différence peut-être de ce que l'on fait avec l'automobile ou avec des sous-marins, vous êtes une industrie qui contribue à façonner des modes de vie, des modes de consommation. Et donc vous êtes littéralement au cœur d'une diplomatie que nous portons aujourd'hui, qui est une diplomatie d'influence. Il est peut-être plus important de vendre aujourd'hui du film, de l'image, du jeu, que de vendre une automobile ou une centrale nucléaire. Surtout qu'on n'a pas réussi à en vendre beaucoup récemment, les centrales nucléaires. Donc voilà pourquoi vous comptez. Vous comptez aussi pour une autre raison, c'est que votre image internationale est probablement plus forte à l'étranger qu'elle ne l'est en France même. C'est-à-dire que vous avez une notoriété associée à la notion de créativité qui est vraiment corrélée à l'image de la France.
dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes qui sont menées aujourd'hui pour savoir quels sont nos facteurs d'attractivité, le mot qui revient en permanence dans la bouche de tous nos interlocuteurs, à commencer par les grands investisseurs internationaux, c'est que nous nous caractérisons par la force de notre innovation, de notre créativité, et qui est modelée en partie par nos écoles. Et ils ont en tête à la fois nos écoles d'ingénieurs, mais pas uniquement, ils ont en tête également les écoles dont vous sortez. Et c'est ça qu'ils viennent chercher en France. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qu'écrivent certains rapports de certains auditeurs internationaux, la France reste le premier centre d'attraction des plateformes de recherche et de développement et des plateformes où se créent et se développent les concepts à partir desquels les grands groupes étrangers vont rayonner ensuite en Europe. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, merci. Pour réagir, Laurent Habib, parce que justement sur cet aspect stratégique de la communication, de la publicité, et au-delà de ça, sur le sens même que peut avoir et que peut porter la publicité dans la société, vous avez choisi, c'est un choix fort, puissant, ça va faire 3-4 ans maintenant, de quitter un grand groupe international de publicité pour créer une agence indépendante où la publicité devient plus stratégique. Comment et pourquoi ? En fait, la difficulté, c'est que je pense que la communication a changé profondément de fonction. Et pour reprendre ce que disait Madame et faire le lien, la fonction dans l'économie moderne de la publicité et de la communication est beaucoup plus diffuse. Par exemple, moi je suis frappé de voir que les nouveaux patrons d'entreprise sont des communicants. Il n'y a pas de business model d'une entreprise qui se fait sans intégrer les enjeux de la communication. Les startups pensent communication au départ. L'importance du digital et de la société numérique fait que les concepts sont des concepts qui doivent être pensés dans l'altérité, c'est-à-dire dans cet exercice de créativité particulier de la communication qui n'est pas créé pour soi, mais créé pour les autres, dans la relation avec les autres. Donc l'économie contemporaine, c'est une économie qui est beaucoup plus immatérielle, qui est beaucoup plus intangible, et dans laquelle la part des talents liés à la créativité est beaucoup plus importante. On peut dire que c'est la part du capital humain, c'est la part de la culture, c'est la part des savoir-faire, c'est la part de la connaissance, tous ces concepts qui sont différents mais qui se superposent et font que l'économie moderne est une économie dans laquelle cette forme d'esprit particulier est absolument prédominante. Donc moi j'ai créé une agence sur la base de ce constat en me disant au fond que les agences qui avaient été conçues dans les années 60-70, qui dominent aujourd'hui le marché publicitaire français, ont toutes été conçues dans un modèle dans lequel la communication venait dans le prolongement d'un processus linéaire de production. Vous concevez des voitures, vous les réalisez pendant 2 ans, enfin vous les concevez pendant 2 ans, vous les produisez, vous les mettez dans votre réseau de distribution et la pub les fait vendre. Et moi, je suis pas enfin, ce business model m'intéresse. Si vous m'amenez Peugeot demain, je dirais pas non. Hein, je vais pas me suicider. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rôle que peut avoir la communication quand elle est pensée au départ dans les stratégies de conception et de transformation des business models stratégiques. Et d'une certaine manière, moi, je suis quelqu'un qui ne voit plus très bien les frontières de la créativité. C'est un débat que j'ai en tant que vice-président de la ACC, c'est-à-dire de l'Association des agences conseils en communication. C'est un débat que j'ai avec mes collègues parce que est-ce qu'on est propriétaire de la créativité, où elle commence et où elle s'arrête? Parce que même ces chiffres sont très intéressants et puis je suis très content que vous les ayez cités parce qu'ils en imposent et on se dit bon bah quand même on n'est pas des charlots, mais ce qui est vrai. Mais la difficulté, c'est où commence et où s'arrête la créativité. La créativité, c'est le cœur de la mode. C'est le cœur du luxe. Le luxe, c'est basé sur la créativité. Le cinéma et la culture, on est l'un des rares pays à avoir préservé ça. On a parlé de la créativité des concepts, mais il suffit de regarder n'importe quelle chaîne musicale et vous voyez la créativité qui sort de tous les côtés. Elle sort des monteurs, des réalisateurs, il y a de la créativité absolument partout dans ce pays. Et évidemment, dans notre économie de start-up, il y a une créativité formidable qui est au cœur même des business models. Donc la créativité, ces frontières sont en train de s'estomper parce qu'elle diffuse partout et qu'elle est partout. Il n'y a même pas aujourd'hui une entreprise de l'économie traditionnelle qui ne cherche pas à intégrer cette créativité en son sein, avec
des designers, des spécialistes du bonheur, des gens qui sont des techniques de créativité, le rachat de start-up, on pourrait parler des centaines de techniques qu'actuellement les entreprises traditionnelles sont en train d'avoir pour faire venir à elles l'intelligence ou retrouver en elles leur intelligence au sens le plus fondamental du terme, c'est-à-dire la pensée rapportée au monde. Voilà. Et donc, c'est ça la place de la créativité dans notre économie. Moi, j'ai fait une agence pour servir ce projet-là, c'est-à-dire un projet où quelqu'un qui est à la tête d'un business model, d'une entreprise, d'une création d'entreprise, d'une transformation nécessaire, prend la communication comme un outil pour servir cette capacité de se transformer. Voilà. Et ça a marché puisque ma petite entreprise fait maintenant 200 personnes après 4 ans. Donc, j'ai plutôt réussi dans un projet qui était un projet plutôt barré au départ. Oui, c'est ça, risqué, barré, ce que vous voulez. Merci beaucoup. Une question maintenant pour Florence, qui a créé un magazine vivant. Alors, elle va nous raconter ce que c'est. Vous avez de la chance, parce que la prochaine édition, c'est lundi prochain. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, évidemment, les médias sont encore aujourd'hui, et pour très longtemps, un facteur très important de circulation des idées, de promotion des idées. Et vous avez pris un angle très particulier, c'est celui des journalistes. Pourquoi et comment ? Alors, comment raconter tout ça ? Moi, déjà, c'est assez compliqué. Je suis réalisatrice de documentaires à la base. Enfin, vraiment à la base, je travaillais à la Défense dans un cabinet de conseil qui s'appelle Pitt Marwick, mais qui n'existe plus. Enfin, donc, c'était ma première vie. Et après, je suis devenue réalisatrice de documentaires. Et ensuite, j'ai été journaliste. Et j'ai travaillé un peu partout, aux États-Unis beaucoup. Et j'ai eu une bourse de journalisme à Harvard, qui est évidemment un espèce d'accélérateur incroyable pour les idées. Donc vous restez pendant 1 an et ça vous donne, quand vous êtes un auteur de documentaire et que vous dépendez en fait des chaînes classiques en général pour vendre vos sujets, tout d'un coup vous êtes proche. Enfin moi, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvée dans un espèce d'accélérateur assez fou où en fait je me suis aperçue que le monde des médias a changé. Enfin, je m'en étais déjà un petit peu aperçue quand même, mais qu'en fait que c'était aussi à moi, que je pouvais être aussi entrepreneur. Et c'est quand même un espèce de saut qui n'est pas évident parmi mes collègues et qui du coup m'a donné, enfin le fait d'être dans un environnement international, ça m'a beaucoup donné de force en fait pour le faire. Du coup, j'avais rencontré quelqu'un qui a créé ce média qui, aux États-Unis, s'appelle Pop-Up Magazine. Et le concept est très simple, c'est un journal vivant et éphémère, sans captation. Donc vous faites monter des auteurs, des journalistes, des réalisateurs, c'est assez varié dans les formats. Et au lieu de tourner les pages d'un magazine, vous assistez sur scène à ces récits qui sont racontés pour vous. Donc ce sont toujours des récits inédits, très court et unique, et donc vous vous retrouvez dans une salle, et c'est un peu comme disait Michel au départ, ça part vraiment de l'idée d'expérience, de partager quelque chose, puis c'est les histoires, enfin c'est vieux comme le monde, les histoires. Quelqu'un qui va vous raconter une histoire, en fait, c'est assez irrésistible, et si c'est bien fait, c'est très très émouvant aussi. Puis les journalistes, moi en fait j'adore les journalistes, enfin, j'ai un espèce d'amour pour eux, je les trouve fantastiques, alors que je pense qu'ils sont très mal aimés. Et donc ils souffrent pas mal. Je suis aussi membre du conseil d'administration de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia qui représente les journalistes. Là on vient par exemple de décerner le prix Albert Londres cette semaine. Et les auteurs, et qui redistribuent les droits d'auteur aux gens de télévision. Et on voit qu'ils souffrent un peu du formatage. Et donc là, ça donne un espace de liberté, en fait, qui cartonne. Et donc on a fait des éditions à Bruxelles, à Paris, à Marseille. Et voilà, il n'y a pas de traces, et c'est éphémère. Et du coup, je me retrouve entrepreneur. Et donc ça a été tout un truc. Et évidemment, je ne regrette pas. Oui, c'est lundi, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà, donc on a bouclé le programme ce matin qui est surprise, mais il y a des journalistes de tous les médias, pas de BFM je crois, mais bientôt. Je note pour lundi. Ouais, et non mais c'est quelque chose de très très difficile à faire, c'est un peu fragile et on n'est pas du tout dans... C'est pas vraiment une conférence TED parce qu'on essaye vraiment d'être dans les histoires et de travailler avec des gens que je repère un peu très différents pour raconter des histoires... très fortes, qui ont été enquêtées, c'est pas que des témoignages.
Et en plus, on vend des pubs vivantes au milieu, puisque c'est notre journal. Ouais, alors ça marche pas toujours très bien, mais c'était mon idée. Je me dis, c'est un magazine vivant, il faut qu'il y ait des pages de pub. Et donc, on a vendu des pubs vivantes. Il faut les jouer, c'est ça? Ouais, on fait des petits sketchs et tout. Ah oui, vous faites des... Ouais, on vend à l'annonceur son espace. Bon, ça nous fait un nouveau truc à vendre, ça. Oui, alors ça marche pas très bien au Lions de Cannes, parce que comme c'est pas capté, du coup, c'était un peu la limite du concept. Mais bah oui, la créativité. Moi, je trouve l'idée du journal vivant, créativement, c'est d'une simplicité folle. Enfin, il n'y a aucune technologie, alors que dans les médias, tout ce qu'on entend beaucoup autour du journalisme, c'est très basé sur de la technologie, des apps, du data. Nous, c'est vraiment très basique. Et c'est juste un peu créatif dans le fait de sortir, d'essayer de faire émerger des histoires différentes sur d'autres formats. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Bon, on va passer peut-être justement au volet de la transformation technologique dans les médias, puisque Julien Mielsarek travaille chez BFM, justement à la rédaction Nouveaux Médias. Oui, voilà, je m'occupe du digital et ça pose en effet toutes ces questions. On parlait tout à l'heure des marques. Aujourd'hui, moi, ça choque parfois à certains de mes collègues quand j'explique que maintenant BFM TV, c'est une marque d'information et on me dit comment tu peux dire que c'est une marque, on est des journalistes, etc. Mais c'est dans le sens où aujourd'hui, on ne peut plus uniquement penser à raconter une histoire en effet sur une chaîne de télévision, mais il faut la penser pour tous les formats. Et je dis toujours qu'il faut la traduire. Ce qu'on raconte à la télévision, on ne va pas le raconter de la même façon ici entre nous, on ne va pas le raconter de la même façon sur un réseau social. Et c'est très difficile pour les journalistes, justement, c'est un peu ce que vous disiez, de les pousser à sortir du cadre. Parce que c'est aussi une profession qu'on idéalise beaucoup, c'est souvent des vocations. Et donc quand on y arrive, on a envie de rentrer dans des schémas, on a envie de rentrer dans le 20h, on a envie de rentrer dans un grand reportage, etc. Et du coup, aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile de bousculer tout ça, mais une fois qu'on arrive à faire comprendre ça, notamment aux très jeunes journalistes, ils sont ravis de l'espace de liberté qu'ils peuvent avoir avec notamment les nouveaux médias. On parlait tout à l'heure, avant de démarrer, de Snapchat, par exemple. On s'est lancé, nous, sur Snapchat BFM TV. Le premier réflexe a été de se dire, faisons un JT, puisque c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire très bien. On s'est dit, non, quel intérêt, on va faire quelque chose qui existe à la télévision en moins bien. Et du coup, il faut se pousser à être créatif justement sur une matière qui est l'information, qui n'est pas forcément très drôle, très fun. Et du coup, il faut adapter des réflexes d'autres métiers, peut-être justement ceux de la publicité, pour réussir à raconter l'histoire d'une autre façon. Une dernière question dans le croisement, en fait, pour chacun, dans le croisement de toutes vos expertises, de tous les secteurs qui sont les vôtres, à la fois les institutions, les médias, la publicité, la communication, la stratégie. Évidemment, on voit bien, Michel tout à l'heure en parlait, que la société est dans une profonde transformation. Cette transformation passera évidemment par les médias, les institutions et les idées. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération de chatons-d'heure, justement, c'est le cas de le dire, qui ont envie de challenger et de transformer, de bouleverser certaines institutions, qui en même temps ont aussi envie d'accéder à tout simplement de pouvoir s'installer en réalité dans ces secteurs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous les voyez et comment au quotidien vous les aidez? Moi, juste ce qui était très amusant, c'est que j'avais toujours été habituée à être auteur. Donc, je passais mon temps à proposer des sujets ou à accepter des commandes. Et là, tout d'un coup, j'étais quand même assez à faire mon petit truc dans mon coin. Après, on va dans les festivals, on a des récompenses. Mais là, ce qui a été marrant, par exemple, je viens de négocier un contrat avec le journal Le Monde, directement avec la direction, parce que eux, ils n'arrivent pas évidemment à... C'était assez marrant d'être propulsé là-dedans parce que eux, ils avaient besoin de moi qui suis toute petite et toute seule dans mon coin à faire ma petite idée de journal vivant. Enfin, c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup de départements en interne qui réfléchissent évidemment à la transformation digitale du journal, mais c'est intéressant comme il y a des convergences, mais que eux, ils n'arrivent pas à avoir cette... Enfin, en tout cas, là, ils n'ont pas réussi à avoir des idées qui marchent et qui sont différentes. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Non. Moi, je pense qu'on est dans un moment où à la fois on a l'impression que tout est possible,
que n'importe quelle personne qui a une créativité peut accéder à une audience et à une reconnaissance. Mais il y a un risque collectif que prend la société française, qui est de ne pas réfléchir à la responsabilité qu'on a à l'égard de tous ceux qui font de la créativité. Avec une question qui se pose à nous, qui est fondamentale, et je la pose d'autant plus volontiers ici que vous êtes au cœur de ce problème, c'est que le drame de l'idée, c'est qu'il n'y a pas de business model sur une idée, car personne ne peut être propriétaire d'une idée. Une idée, ça n'a de valeur que quand c'est mis en forme et protégé, ce qui est l'enjeu du droit d'auteur. Mais la difficulté d'une idée, c'est que si je vous donne aujourd'hui une idée, je n'en serai plus propriétaire parce que j'aurais accepté qu'elle soit à vous et que vous la transformiez. La grande difficulté de l'économie contemporaine, c'est que les puissants, ceux qui sont organisés, ceux qui vivent du système d'avant et qui ont protégé leur position, peuvent absorber la capacité de production des idées, notamment par le crowdsourcing, par la capacité de sous-payer les jeunes talents, sous-payer les journalistes dans les nouveaux modèles, sous-payer les nouvelles formes d'économie, intégrer à bas prix des innovations technologiques apportées dans un cycle dans lequel l'entreprise ne se fait pas payer suffisamment l'importance que va avoir l'idée dans l'entreprise qui l'achète. Et cette dérégulation est en train de prendre part dans notre économie de façon très puissante. Elle est sympathique quand c'est les chatons d'or, parce que les chatons d'or, c'est la possibilité qui est donnée à des gens de montrer leur créativité, de se faire repérer, c'est sympa. Mais quand c'est mis en système et que vous voyez des entreprises qui organisent le pompage massif d'idées et de créativité au profit de leur propre rentabilité, là on est dans, pour que tout le monde comprenne, c'est une sorte on va dire d'ubérisation des idées, mais l'ubérisation des idées et de la créativité, c'est quelque chose qui va pourrir notre économie si on n'a pas une attitude de responsabilité par rapport à ça. Et c'est particulièrement important que la France, qui hier a régulé par l'exception culturelle la question de la préservation du cinéma, soit aujourd'hui un pays européen qui défende plus particulièrement que tous les autres la protection de ceux qui amènent des idées sans protection de leur statut et une réflexion sur la protection de leurs idées et de la création de valeur qui est issue de leurs idées. Et donc moi, ce qui me fout la trouille, je vous le dis, c'est que la dérégulation totale des journalismes, par exemple, qui est un truc, c'est que vous avez en gros une dislocation économique du journalisme qui est terrible. Cette dislocation, les marques sont en train d'en profiter de façon très puissante, les agences en profitent, certains médias en profitent. On n'a pas une réflexion pensée sur la façon dont cette dérégulation pouvait être absorbée dans les nouveaux modèles économiques. Et sur la créativité, c'est la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne irresponsable peut faire une agence de communication qui est essentiellement basée sur le crowd et qui pourrait gagner beaucoup d'argent. Moi, j'ai cherché exactement de faire l'inverse, moi. J'ai gagné peu d'argent, mais avec beaucoup de gens. Et c'est pas pour rien, hein. C'est parce que je pense que la valeur durable, elle est dans des modèles économiques qui donnent la possibilité à l'œuvre collective de prendre part, puisque l'antithèse du droit d'auteur piqué dans le crowdsourcing, c'est fais-moi un logo, je te le pique, je le revends, c'est l'œuvre collective, c'est-à-dire le savoir-faire qui, collectivement, naît du travail en commun et devient quelque chose de plus fort que la somme des apports individuels. Et j'espère que tous les chatons d'or ne rêvent que d'une chose, c'est de participer à une œuvre collective, au sens juridique du terme, c'est un terme juridique, un travail collectif qui va du coup sublimer leurs idées et leur permettre d'avoir une créativité décuplée. Et se joue en ce moment même la question de savoir si on veut un modèle dérégulé, dans lequel, à mon avis, la France n'aura pas de part de voix suffisante, ou un modèle régulé sur lequel on pourrait avoir un caractère d'exemplarité. Je vais être une mauvaise élève parce que je voudrais rebondir sur deux questions ou deux points qui ont été soulevés avant que vous posiez cette question. Autrement, je vais oublier. Vous avez indiqué, monsieur, et je suis absolument d'accord avec vous, que la créativité était partout. C'est d'autant plus vrai que nous avons lancé, quand je dis nous, c'est l'État français, une campagne qui s'appelle Creative France, qui était une campagne que nous ne voyiez pas en France, puisqu'elle est destinée à un certain nombre de publics étrangers, en fait, Elle était dans les aéroports de... Elle était dans les aéroports, effectivement, parce que à Paris, moi. Ce sont des lieux de passage.
Nous recevons 85 millions de touristes en France, enfin, sauf quand il pleut. Donc, a priori, les aéroports sont des bons endroits pour pouvoir faire la promotion de la créativité française. Et lorsqu'il s'agit de choisir les images qui pouvaient symboliser cette créativité, Créative France, on savait où donner de la tête. C'est la créativité industrielle, c'est la créativité culturelle, c'est la créativité dans les services, c'est la créativité gastronomique, c'est la créativité de nos chercheurs, de nos mathématiciens. Et le casse-tête, c'était de choisir quelques figures, quelques emblèmes. Et cette campagne est aujourd'hui déclinée dans 9 pays cibles qui sont pour nous des pays à fort enjeu pour nos intérêts économiques et culturels. Vous avez dit, monsieur, que la notion de marque était absolument essentielle. C'est d'autant plus vrai que l'État, qui pour une fois essaie d'être un peu moderne, entre guillemets, aujourd'hui a pris conscience qu'il fallait qu'il y ait des politiques qui puissent être portées par des marques. Et j'en veux pour preuve ce que nous faisons avec ce que nous appelons les familles à l'export, qui, pour faire simple, sont les groupes de familles de produits et de services pour lesquels il existe une offre française et une demande mondiale. Eh bien, nous essayons aujourd'hui de réunir les entrepreneurs qui peuvent se reconnaître dans ces familles de produits autour de marques. Donc il y en a une que vous connaissez, c'est la French Tech, qui est une initiative privée d'ailleurs à l'origine, et on ne le dira jamais assez, c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça a si bien démarré. Mais justement, on apprend de nos erreurs, et aujourd'hui, on sait qu'il faut déjà d'abord écouter et faire avec ceux qui savent. Et puis on essaie d'en faire émerger de nouvelles. Il y a une famille que vous ne connaissez pas parce qu'elle ne se décline pas en France aujourd'hui, mais je peux vous garantir qu'à l'étranger, elle commence à être connue. C'est celle autour de la ville durable, ce qu'on appelle la Smart City. C'est une famille qui réunit aujourd'hui à peu près 300 entreprises françaises de la ville durable et intelligente. Eh bien, les Birmans, les Égyptiens, les Qatariens, les Ivoiriens viennent nous voir en nous disant « Faites venir cette famille Vivapolis, puisque c'est son nom, parce qu'ils la connaissent et ils savent l'identifier. » On est en train de faire émerger également des marques autour de l'agroalimentaire, et des marques autour de la santé. C'est extrêmement important parce qu'il faut raconter une histoire. Puis maintenant, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que l'on peut faire pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette salle pour les aider à porter cette créativité? Alors, le ministère des Affaires étrangères a beaucoup d'idées, pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'idées. On essaie d'abord de faire une chose, c'est de vous exposer tout de suite, d'emblée, à l'international. Parce que il n'y a pas aujourd'hui de jeunes entreprises, de start-up, comme on dit en mauvais français, qui puissent envisager, spécialement dans vos domaines, un développement, j'allais dire, de long terme, sans d'emblée viser le marché international. Ce qui veut dire qu'il faut que d'emblée, vous appreniez à lever des fonds, et à lever des fonds à l'étranger aussi. Il faut que d'emblée, vous appreniez à aller vous vendre à l'étranger. Ce qui veut dire qu'il faut que vous appreniez d'emblée à pitcher ce que vous savez faire et ce que vous êtes. J'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est une chose qui ne s'apprend pas dans nos écoles. Pitcher un produit, pitcher une idée. Ça ne s'apprend pas. Et moi, j'ai rencontré des ingénieurs absolument fantastiques qui passaient des heures à essayer de m'expliquer ce qu'était leur produit, ce que je ne comprenais pas, parce que je ne suis pas cortiquée pour ça. Alors qu'aux États-Unis, quand on va chercher des fonds, on pitch une idée, on se met à la place du consommateur et on dit voilà ce que je vais apporter au consommateur. Et ça, c'est une chose qui ne s'apprend pas encore dans nos écoles. C'est ce qu'il faut que vous appreniez. Pitcher un produit en anglais, vous formez tout de suite pour aller à l'étranger. Et nous vous aidons. De quelle façon? Premièrement, nous avons des programmes de soutien à l'exportation, entre guillemets, de nos jeunes startups à l'international. Des programmes qui sont pour certains d'entre eux portés par Business France avec l'aide de la Banque publique d'investissement. Des programmes que nous finançons nous-mêmes sur les crédits du ministère des Affaires étrangères. Un d'entre eux qui s'appelle NETVA est un programme qui d'emblée pousse à l'étranger des startups que nous avons identifiées, spécialement dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis, nous avons à l'inverse, parce que c'est tout aussi vital pour vous, parce que vos idées naissent aussi de l'exposition aux idées des autres, c'est-à-dire des idées d'autres jeunes qui viennent de l'étranger. Nous avons des programmes pour attirer ces jeunes, parce que c'est en vous mêlant à eux que vous pourrez faire surgir de nouvelles idées. Nous avons donc des programmes miroirs, comme un programme qui s'appelle Yes, et nous avons également, et nous développons ça avec la French Tech, ce que nous appelons le French Tech Passport, qui consiste à faire venir des jeunes startups pour qu'elles s'incubent, qu'elles se mélangent
avec vous, et qu'elle puisse, grâce à ça, proposer et s'implanter en France et créer de l'emploi et de la valeur en France. Donc voilà ce que nous essayons de faire en quelques mots. Il y a beaucoup d'autres choses que nous essayons de faire, y compris des choses qui sont très traditionnelles, qui sont associées classiquement aux négociations que conduit le Quai d'Orsay ou en lien avec Bercy, et qui sont quand même les fondamentaux auxquels il faut rester attaché. C'est quoi ? C'est effectivement la protection des droits de propriété intellectuelle, et ça n'est pas un sujet d'hier. Confère la négociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, ça reste un sujet absolument essentiel. C'est pas un combat d'avant-garde, hein, c'est un combat d'aujourd'hui et de demain. Il y a également d'autres sujets qui sont au cœur de la diplomatie économique et qui sont associés, entre guillemets, à des sujets classiques, traditionnels de protection de nos intérêts. Mais j'ai essayé de vous parler plutôt de nouvelles initiatives qui ont été prises ces derniers mois et ces dernières années. Je voulais revenir sur ce qu'on disait sur, en effet, par exemple, la profession de journaliste qui pouvait être malmenée aujourd'hui. Ce qui est difficile aujourd'hui, et il faut se forcer à ça, dans des secteurs qui sont en crise, ce qui est le cas de la presse, de la télévision, il y a une concurrence très forte, un marché publicitaire parfois incertain. Il faut se forcer justement à avoir des idées. Alors que le premier réflexe, ça va être de se dire oula, zone trouble, ne bougeons pas. On a évidemment beaucoup parlé concernant BFM TV ces derniers mois de l'arrivée de nouvelles chaînes d'information en France. Notre premier réflexe, très honnêtement, ça a été de se dire oula, il y a de nouvelles chaînes qui vont arriver, surtout ne bougeons pas, ne changeons rien, ne nous développons pas, etc. Passé ce choc-là, on s'est dit non, l'issue, elle va forcément venir par les idées et par la création. Du coup, on s'est dit, à outrance peut-être, mais en tout cas pour relancer ça, pour relancer un dynamisme des idées et la suite surtout, on lance 7 nouvelles chaînes. Donc ça peut paraître délirant, mais en fait c'est notre réponse de se dire, puisque notre modèle il est attaqué, sortons de ce réflexe de se dire ne bougeons pas et inventons d'autres choses. Moi, avant d'être chez BFM TV, j'ai bossé dans des groupes de presse. C'est terrible comme dans certains journaux, des patrons de journaux m'ont dit non, là on lance pas de nouvelles formules parce qu'on va préparer l'atterrissage. J'avais trouvé ça terrible de se dire de toute façon le modèle est foutu, donc écoute, on va attendre gentiment. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, aujourd'hui à inculquer. Il faut se donner un petit coup de pied parfois pour se dire, puisqu'on est en danger, n'ayons pas ce réflexe automatique et au contraire, forçons-nous à avoir des idées. Et aussi en se disant, si ça marche pas, c'est pas si grave. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis la soirée continue. Merci Maxime, merci à tous.